Ce livre est un regard critique sur le destin du monde traqué par les politiques, la bourse et surtout les instances judiciaires. L'histoire, si elle n'est pas morte, s'écrit de sa plus belle manière. L'homme, dans ses actions dérivées de la science, oublie royalement l'éthique qu'il sacrifie en faveur de ses besoins. La science elle-même est devenue paresseuse. La drogue, le sexe, le football font plus fortune aujourd'hui que la Silicon Valley. Je vous ai lu là une partie de la 4e de couverture d'un livre dont nous allons débattre ce matin, Destination Fosse Commune. C'est un ouvrage signé Thalès Idriss Komlan qui est sur notre plateau avec comme sous-titre « L'histoire et le destin s'accouplent, donnant naissance à un immobilisme suicidaire ». Monsieur Komlan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur mon plateau. Je vous remercie. Dis donc, c'est sévère ça, hein? Oui, très sévère, mais c'est la réalité. Comment est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer un peu cette réalité-là? L'exagération, elle est naturelle. C'est un problème de l'œil qui est obligé de se regarder aujourd'hui parce que nous sommes en train de vivre, si je peux le dire, c'est un peu comme nous sommes en train de vivre les derniers moments sur la Terre, quoi. Parce que Vous êtes alarmiste là, comment les derniers instants, les derniers moments? Non, au fait, avoir tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme s'il y aurait encore un effet Big Bang qui va venir sur la Terre et nous tous, d'une seconde à l'autre. Vous êtes si croyant que ça? Oui, fermement. Ah d'accord. C'est quand même curieux hein, que vous soyez autant, je ne veux pas dire lucide, parce que ça va même au-delà de la lucidité, ce pessimisme qui se dégage de votre description de la planète. Oui, et c'est pourquoi j'ai parlé de la science paresseuse. La science, aujourd'hui, elle est devenue paresseuse. Bon, mon éditeur, quand il a lu cette phrase, il m'a dit, tu es scientifique, tu es un ingénieur, et comment tu peux me dire aujourd'hui que la science elle est devenue paresseuse? Oui, on a vu par exemple beaucoup de fabrication technologique, beaucoup d'inventions technologiques. On a vu par exemple beaucoup d'innovations. Le quotidien de l'humain est amélioré aujourd'hui. On vit comme dans une vie rendue plus facile par les innovations et la science. Au début, quelle était l'action de la science? On partait de la matière première. On parle peut-être de l'aluminium, on parle de l'or, et on se dit, avec ceci, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, d'une seule matière première, on élabore plusieurs produits finis en créant de la valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, la science, elle fonctionne à l'envers. L'homme définit son besoin, il dit, c'est ce que je veux. Et le scientifique dit, si c'est ce que tu veux, alors on a besoin de ça pour te satisfaire. Oui, la satisfaction de ce geste égoïste, on engloutit des dizaines, voire des centaines de matières premières, sans se dire, cette matière première que je veux utiliser comme intrant, ça peut me servir à faire quoi d'autre chose? C'est ce que je dis, c'est ce que je veux qualifier. Est-ce que c'est si mauvais que ça, quand l'homme définit désormais ses besoins? L'homme est maître de la nature et l'homme doit définir justement le destin, l'orientation, le trajet, la trajectoire de la nature. L'assaisonnement est mal fait. Comment ça? Parce qu'on ne se demande pas quel est le but de ce besoin. Est-ce que c'est des besoins fanatiques? Est-ce que c'est des besoins égoïstes? Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On va dans les laboratoires, on fait des manipulations, insensibles et insensées. Et après, il y a fuite de certaines molécules qui créent après des maladies. Je ne veux pas citer des noms de maladies que nous avons. Je crois que vous êtes aussi fan de la thèse complotiste liée justement, on va pas se cacher les mots, liée justement à la pandémie qui est en cours, là, le coronavirus. Bon, je préfère ne pas en parler. Chacun a son idée et chacun fera l'histoire, chacun écrira l'histoire telle qu'il le souhaite. Le monde est-il si fou vraiment? Oui, le monde est devenu fou et c'est le chapitre là
je me suis dit, les dirigeants aujourd'hui, les dirigeants de tous les pays aujourd'hui, de la majorité des dirigeants, on est devenus fous. Ils sont devenus fous parce que le monde qu'ils dirigent même est devenu fou. Et ce monde, autant pour moi, ce monde est devenu fou à cause des manipulations, à cause des différents essais techniques, à cause de l'essor scientifique. À un moment donné, l'économie même ne survit pas parce qu'on est devenu fanatique de la chose, de la révolution scientifique, des armements chimiques, des armements... On peut se lever et dire on veut envoyer tel astre sur la Terre et là on peut engloutir des milliers et des millions de dollars. C'est pour la sécurité de l'homme, non? Mais c'est ce qu'on dit. Mais à quel prix? Si on sait que dans ces pays qui sont devenus fous de science aujourd'hui, il y a même des populations, la majorité de la population qui est privée des besoins nécessaires, des besoins fondamentaux. Ça pose problème. Vous parlez d'Israël ou de Palestine et vous posez justement le débat comme s'il y a ce dualisme qui gouverne le monde. Évidemment, le monde est une dualité, la mort, la vie, le noir, le blanc. Mais est-ce que le monde est si bipolarisé aujourd'hui en réalité? Quand vous voyez un peu le fonctionnement des États à travers le monde, l'axe européen, l'axe, je dois dire, Asie avec les dragons qui se réveillent, ces pays émergents dont on parle. On a aussi par ailleurs l'Afrique qu'on annonce comme, je dois dire, la terre de l'espoir. Le monde n'est pas bipolarisé comme vous le présentez. Le monde n'est pas si bipolarisé, mais il y a du bipolaire dans le monde. Et on a tendance à croire qu'un jour, ce bipolaire prendra tout le reste en otage. Ah oui. Le problème de la Palestine et de l'Israël aujourd'hui, tout le monde sait. Nous tous, nous savons, les journalistes le savent, les géopolitologues, ils savent la solution. La solution qu'il faut. C'est quoi la solution? C'est la solution de deux États, de deux nations. Mais on ne veut pas la proposer. On ne veut pas la proposer parce que, d'ailleurs même certains spécialistes, ils ont peur de parler du problème parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui du problème de l'Israël, de la Palestine, sans prendre, sans juger, sans prendre parti. Soit vous êtes pour l'Israël, soit vous êtes pour la Palestine. Moi-même, j'ai tourné, j'ai expliqué le problème depuis le début. Mais à un moment donné, il faut conclure. J'ai pris position. Vous êtes positionné. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez aux autres alors? J'aime bien ce titre, au nom du Père, du Fils et de l'Amérique. L'Amérique est si tant forte encore. Toujours. La force de l'Amérique. On a vu quand même, j'ai parlé des dragons de l'Asie, et de ces émergents pays. La force de l'Amérique aujourd'hui, elle est toujours confirmée parce que moi je dis qu'elle subit un management protégé. C'est quoi le management protégé? Même si, parce qu'à un moment donné, l'Amérique c'est le tout puissant. Même si aujourd'hui des pays comme la Russie de Poutine, ou la Chine, de Xi Jinping, ces pays-là sont en train de battre l'Amérique sur le point de vue diplomatie, économique, militaire et tout. Parce que la Russie, sur le point de vue militaire et diplomatique, est en train de battre aujourd'hui l'Amérique. La Chine, sur le point de vue économie et commerce international, on est en train de battre l'Amérique. Il ne faut pas oublier l'Inde qui fait aussi ses petits pas. Il y a aussi l'Inde, mais on essaie de garder le monde dans cette illusion. Dans cette illusion que nous sommes toujours les maîtres de la terre. Nous sommes toujours les maîtres de la terre et s'il le faut, on porte secours au plus faible pour montrer, bon, papa est toujours là, on est toujours là, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi moi je parle aujourd'hui d'une suprématie qui subit un management protégé. Est-ce que vous n'êtes pas admirateur de l'Amérique plutôt? Admirateur? Non, je n'admire personne. Mais dans tout ça, quel est le rôle et la place de l'Afrique? Le rôle et la place de l'Afrique, elle demeure la même. L'Afrique demeure et restera la vache à lait de toutes ces puissances. C'est sévère. C'est ça. On n'y peut rien. C'est pas la réalité. C'est la réalité. Moi, je le confirme. Vous voyez par exemple le comportement d'un certain nombre, c'est vrai, c'est des États anglophones, le Nigeria,
l'Afrique du Sud, leur comportement au Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple. Aujourd'hui, on a comme ce réveil progressif désormais des États et au-delà même des États, les peuples qui demandent de plus en plus une ouverture, demandent de plus en plus un respect de leurs droits, qui demandent un mieux-être désormais. On peut parler par exemple de cette vague de réaction, de soulèvement au nord du continent. On peut parler de ces États qui se sont effondrés aussi sous les tropiques. Par exemple au Sénégal, on a refusé dans les urnes un troisième mandat à Abdoulaye Wade, qui était quand même très bien parti, qui a beaucoup fait pour son Sénégal. On a vu certains Blaise Compaoré se faire déguerpir justement de Ouagadougou. On peut dire que les choses sont en train de se mettre en ordre. Dans le même temps, on a vu un certain, le président, je n'aimerais pas appeler son nom, ivoirien, s'offrir un troisième mandat sous... Tout ne peut pas être radical et du jour au lendemain, non? En fait, les pays, ce que je dis, les pays qui sont en train de faire des efforts, le Maghreb, l'Afrique du Sud, le Nigeria, c'est bien. Le Ghana dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Le Mali aujourd'hui fait des efforts, même si ce n'est pas encore imposé. Le Burkina aussi, on est en train de faire des efforts. Ces pays devraient essayer d'adapter une théorie distributive. Comment? C'est quoi ça? De la philosophie. C'est quoi ça? Ce que nous faisons, ça marche. Nous vous invitons aussi à nous suivre. Et c'est pour la cause commune. Parce que même en économie, c'est prouvé. Il y a, j'espère que vous avez toujours connaissance de la théorie des économies d'échelle de Paul Krugman, qui a eu le prix Nobel de l'économie. Avec, si nous allons vers un groupe économique fort, une zone franche économique, il y a toujours l'avantage est toujours la grande partie de l'économie, du bénéfice est aspiré par l'État le plus fort, est aspiré par la zone la plus forte en économie. En fait, c'est ça. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, les Maghreb, ils ont aussi leur intérêt à ce que aujourd'hui nous, Africains, nous pensions aller à une union. Et vous, vous présentez les différents continents en fonction de la perception que vous avez d'eux. Vous parlez d'une Europe hypocrite. En quoi est-ce qu'elle est hypocrite? L'Europe, son hypocrisie, c'est dans sa diplomatie. C'est dans sa diplomatie. D'abord, je prends l'exemple de la France, qui, par le système de décolonisation progressive, a essayé de créer un système d'embrigadement de l'Afrique. Ça ne suffit pas. Le franc CFA, il faut sécuriser ça au trésor français. Ça ne suffit pas. On envoie des entreprises françaises étouffer le peu d'économie qui nous reste en Afrique. Je vois, il y a Bolloré, il y a Lafarge. Où est l'hypocrisie? Vous ne voyez pas la chose. Nous sommes dans un monde de rapport de force, nous sommes dans un monde de recherche effrénée et de capitalisation du gain, etc. Et la France est dans sa logique. Et vous savez aussi que la majorité, pour ne pas dire la plupart des guerres, des attaques aujourd'hui, la France est indexée. J'ai vu dans une enquête réalisée où l'ex-directeur de Elf Gabon, Loïc Lefroc-Prigent, oui. lui-même a avoué comment, à un moment donné, la machine française a élaboré un plan pour chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir au Congo, pour amener Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, une fois venu, n'a pas honoré le contrat. Alors, le mandat qui a suivi, la machine française a élaboré tout pour chasser encore et ramener Denis Sassou Nguesso. En fait, c'est des choses qui sont prouvées. Loïc Prigent lui-même a coordonné certaines de ces activités et il l'a reconnu. Donc, c'est des choses qui devront nous réveiller. C'est ça l'hypocrisie. À un moment donné, je tire bénéfice, donc je fais vaille que vaille. Et comme aujourd'hui, personne ne peut me reprocher quelque chose, j'avoue tout ce que j'ai fait par le passé. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous dites que l'Afrique a été oubliée.
Elle n'est pas oubliée, puisque vous en parlez tout à l'heure. Au moins, ces matières premières ne sont pas oubliées. Oui, l'Afrique n'est pas oubliée par les Africains, mais elle est oubliée par ces puissances-là. Pourquoi, Seulement pourquoi, quand on veut pourquoi cette venir, puissance devrait s'en souvenir? parce que On n'est seulement, pas dans, on n'est pas, c'est pas moi, hein, on n'est pas à la crèche où les enfants devraient se tenir par la main et chanter. mais c'est ce qu'ils ont voulu que nous soyons, et on le fait seulement pour leur intérêt. Et c'est ça ce que je veux que nos dirigeants comprennent, parce que même si nous, les jeunes, nous avons pris conscience et que parfois on revendique, on fait tout ce qu'on veut, ça ne peut pas porter ses fruits si certains dirigeants ne nous accompagnent pas. Parlons un peu de la jeunesse. Hein. Vous avez présenté le chômage comme le premier mal qui la ronge, cette jeunesse-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Le chômage, oui, il y a beaucoup d'autres choses parce que je dis, il y a, dit-on souvent, hein, l'oisiveté c'est la mère des vices. Si je finis en tant que jeune, je cherche, je ne trouve pas, je suis livré à moi-même. Je peux commencer les mauvaises fréquentations. Il y a l'alcool aujourd'hui, il y a le sexe, il y a les réseaux sociaux. Et même dans la formation, ces vices-là, ça nous embobine. Vous voyez, je vais aborder le sujet. Ça, au fait, ce mal n'épargne aucun domaine, même chez vous, en journalisme. Il faut passer, je préfère taire le nom, j'étais à une radio, ici au Bénin. Vous parlez de quel mal? Les réseaux sociaux. Ok. J'étais dans une radio oui, où je négociais un passage pour présenter mon ouvrage. Et j'ai rencontré un jeune journaliste. On cause de tout ce qui arrive aujourd'hui en Afrique, le mal, les maux sociétaux, les problèmes, tout ça. Je lui parle de Darfour, je lui parle de Kivu, je lui parle de Tigré. Et imaginez-vous, des jeunes journalistes aujourd'hui africains ne savent pas où se trouve le Darfour, le Kivu, le Tigré en Afrique. C'est pas la faute aux réseaux sociaux. Mais oui, c'est pas la faute aux réseaux sociaux, c'est pas la faute à vous, les aînés, non. Parce que la formation, on vous donne seulement la base. Les principes. Mais comment faire? Il faut se poser des questions. Il faut s'améliorer au quotidien. Mais en même temps, ces jeunes qui ne savent pas où se trouve le Kivu en Afrique, quand vous leur demandez quelle est l'artiste américaine qui a trompé son conjoint la nuit dernière, il va vous le dire. On a une consommation extravertie et ce n'est pas seulement dans le domaine du journalisme, même partout. Oui, au fait, vous êtes journaliste et je veux rapprocher le problème dont je parle à votre domaine. À mon secteur oui, d'activité. Donc vous aussi. Oui, mais c'est partout, c'est un mal ambiant. C'est une société qui se désagrège dans tous ses compartiments. Oui, et les seuls artisans aujourd'hui, malheureusement, la grande masse n'a pas encore pris conscience, c'est la jeunesse. La jeunesse. Et comment est-ce qu'il faut la repêcher, la récupérer, la réorienter? Ça passe d'abord par la formation. Maintenant, vous direz que les aînés n'ont pas donné la bonne formation. Finalement, on tourne en rond là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est pourquoi je dis que l'histoire, c'est l'histoire au fait qui écrit le destin. Le destin est écrit par l'histoire. Et le mélange, c'est pourquoi je dis que les deux se sont accouplés. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un immobilisme. C'est ça, le statu quo. Aujourd'hui, même nous-mêmes, on est adeptes du statu quo. On est devenu immobilisé, on se dit, bon, on préfère garder les choses comme ça. Est-ce que c'est à moi de parler? Je vois le bien public pillé, je vois un problème de la société ruiner toutes les couches, mais je me dis, je préfère garder mon silence parce que je ne veux pas me faire lyncher. Il y a au moins quand même des opportunités. Est-ce que je vais appeler ça opportunité? Oui, c'est des opportunités pour éviter à la jeunesse de sombrer. Et là encore, vous n'êtes pas content. Je veux parler du football. Le football aujourd'hui, c'est une grosse machine, c'est un gros secteur d'activité à économie
très florissante qui monte aujourd'hui. Je crois que le football doit être 4e ou 5e élément de fortune dans le monde. Mais pourquoi vous présentez le football encore comme, je dois dire, l'enfer contre la jeunesse? Aujourd'hui, les pays, les grandes puissances, elles sont bien structurées dans l'affaire du football. Combien d'écoles de foot il y a au Bénin? Je ne sais pas, je n'ai même pas l'idée. Combien d'écoles de foot il y a peut-être au Niger? Combien d'écoles de foot il y a au Kenya? Mais nous sommes dans un contexte où tout est urgent, tout est il faut voir l'urgence en tout. Oui, sinon, nous ne pouvons pas tout est réussir. urgent, on ne peut pas tout faire à la fois, même quand on a 1000 poumons. Oui, mais c'est ceux qui sont en haut qui nous dictent les lois à faire, le comportement à tenir. Aujourd'hui, ce que moi je reproche au football, ce n'est pas la pratique du football. Non. Qu'est-ce que vous lui les reprochez? jeunes peuvent pratiquer le foot si ça les arrange. Mais aujourd'hui, on a créé une folie du foot dans toute la jeunesse, au niveau de la jeunesse. Et aujourd'hui, le jeune qui est venu sur le campus, il doit faire un cours, il y a un match de foot à 18h45, même s'il faut faire une bricole de ce qu'on est en train de faire et partir là-bas pour aller suivre le foot, on le fait. Et parce que derrière, il faut aussi faire un abonnement. Vous savez, la formule Canal+, c'est pas n'importe quelle chaîne qui diffuse le foot. Et j'ai abordé ça. Ou TF1, il y a un match de football, ou TF1, mais que TF1 ne diffuse pas tel match de football. Allez suivre le match sur les chaînes Canal+. On n'a même pas l'amabilité de finir la phrase par un merci. Vous voyez ce que je dis? Il y a le foot, la CAN, en Afrique, qui se passe en Afrique, et on prive les Africains de suivre leur propre... On les a privés ou eux-mêmes se sont privés? Quelle est la structure organisatrice? Vous êtes journaliste. Quelle est l'entreprise qui a décidé de s'engager dans la diffusion et qui n'y est pas parvenue? Quelle est la mobilisation des États pour s'offrir justement ces images? On n'a pas ça. Les gens ils sont occupés par autre chose. On ne peut pas dire qu'on a privé les Africains de leur football. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la désignation ou bien l'étiquette de ce commerce du foot en Afrique, on ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue par les Africains strictement, organisée en Afrique strictement pour les Africains, et ne peut pas suivre ces matchs sur des télévisions africaines. C'est grave ce que je dis. Et vous savez ce que je dis. Vous savez que c'est grave. Ah non, c'est vous qui jugez. Hein? Moi, je suis là pour vous entendre. Un dernier aspect, Dieu condamné à une prison à vie. Au fait, dans les figures de style maintenant. Oui, Dieu condamné à une prison à vie dans les cœurs des hommes. Aujourd'hui, moi je suis musulman et je suis un croyant fervent. Et tout comportement que je veux adopter, je l'analyse par les principes islamiques. Et tout principe islamique doit avoir un fondement dans mes comportements. Et je me dis, qu'est-ce qui peut créer des écarts de déviance, des écarts de comportement aujourd'hui dans la jeunesse, chez nos dirigeants et tout? Je dis, Dieu n'a plus sa place. Et il est où? Bon, je préfère que cette question soit une philosophie. Est-ce que parfois on n'exagère pas? Le monde est-il si violent aujourd'hui qu'hier? L'humanité a connu 2 grandes guerres hein, avant notre naissance. Et on a dû gérer l'après-guerre. Oui. Aujourd'hui, l'humanité connaît une autre guerre. Laquelle? Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, vous avez vu que ça... C'est une guerre mondiale, ça? C'est pas une guerre mondiale dans les faits, mais sur l'économie et le commerce mondial, c'est déjà une guerre mondiale. Parce que moi, je suis dans une industrie et nous, on manque déjà de gasoil pour tourner. Et si rien n'est fait, ce manque sera à un moment donné global. Allez, merci beaucoup Thalès Idriss Komlan. Destination Fosse Commune. Quel alarmiste. L'histoire et le destin s'accouplent, donnant naissance à un immobilisme suicidaire. Un mot pour finir. J'aimerais inviter
chacun et tout le monde à commencer un exercice de débat et de conscience. Ce que chacun peut essayer de faire chez lui, en lui, et essayer de répandre cette philosophie-là sur le reste, parce que je dis, la détermination, le courage, c'est contagieux. Merci beaucoup. Du courage à vous. Bonne chance surtout. Tout à l'heure, Idriss Comment, on a parlé de votre ouvrage en ce samedi. Merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous autour de cet ouvrage Destination Fosse Commune. On a exploré un peu, je dois dire, l'actualité géopolitique internationale avec le positionnement des continents et l'analyse de notre auteur. Merci d'être resté à notre compagnie. Vous passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 à Bénin. On va se voir samedi prochain quand il sera 11h. Portez-vous bien.